Je ne sais pas vraiment décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la voiture s'éloigner. C'était comme si je ne pouvais plus bouger. Le bruit des pneus qui s'estompaient sur la rue pavée de Moustier-Sainte-Marie, un petit village, du sud de la France, est resté gravé dans ma tête pendant des jours. Nous étions en vacances avec ses amis. Un voyage que je ne voulais même pas faire, mais auquel je me suis résignée pour éviter une dispute. Ils m'ont toujours regardé de haut, comme si j'étais un fardeau. Et Thomas, mon mari depuis presque 10 ans, se laissait emporter. Toujours. La dispute a éclaté au déjeuner. Ils avaient trop bu, comme d'habitude, et j'ai demandé à Thomas de ralentir un peu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé. J'ai juste demandé. Sa réponse, rire, se moquer de moi devant tout le monde et me traiter de contrôlante. Ça faisait déjà mal, mais le pire était encore à venir. Quelques heures plus tard, en milieu d'après-midi, j'ai dit que je rentrais à l'hôtel. Il m'a suivi, avec ce regard agacé, en me reprochant de toujours tout gâcher, en disant que personne ne supportait plus mon mauvais esprit. J'ai essayé de me défendre, mais au milieu de la discussion, il a simplement monté dans la voiture avec ses amis. Ils ont ri, ils m'ont regardé comme si je n'étais rien, et ils sont partis. Je suis restée là, seule, sans savoir quoi faire, mon téléphone à la main, mes jambes tremblantes, ma tête tournant en boucle. « Il va revenir ?» me répétai-je. Mais il n'est pas revenu. Le village était charmant le jour, touristique même, mais quand le soleil a commencé à se coucher et que le silence a envahi les rues, tout semblait menaçant. Je ne connaissais personne, je parlais à peine français. J'avais un peu d'argent dans mon sac, environ 75 €, et mon passeport. C'était tout, mes cartes étaient avec lui. Il avait proposé de les garder au petit déjeuner, parce que mon sac était trop plein. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas juste seule dans une ville inconnue. J'étais vulnérable, complètement à la merci de la cruauté de quelqu'un qui prétendait m'aimer. J'ai trouvé une petite auberge au centre, simple, avec une odeur de pain et de moisis mélangés. La propriétaire, une dame appelée Madame Colette, parlait à peine anglais, mais elle a compris à mon visage que quelque chose n'allait pas. Elle m'a donné la chambre la moins chère, une petite pièce avec un lit simple et un vieux lavabo dans un coin. Là, avec mon téléphone encore chargé, j'ai essayé de l'appeler. 17 appels, tous tombés directement sur le répondeur. J'ai envoyé des messages. Rien. J'ai appelé un de ses amis. Bloqué. Un autre? Bloqué aussi. J'ai essayé tout le monde. Tous m'avaient bloqué. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un coup de tête. C'était prévu. Ils avaient décidé de m'abandonner. Une blague, sans doute. Une leçon. Parce que j'étais contrôlante. J'ai passé la nuit éveillée, à vérifier mon téléphone toutes les minutes. Rien. Chaque seconde qui passait remplissait ma tête de pensées. Est-ce qu'il veut que je panique? Est-ce qu'il reviendra demain? Est-ce que c'est sa façon de se débarrasser de moi pour de bon? Le lendemain matin, je suis allée à la gare routière du village, une petite salle qui sentait la cigarette et le café froid. J'ai vu un panneau d'horaire, pas de bus pour Paris ce jour-là. J'ai essayé de demander de l'aide, mais mon français limité ne m'aidait pas beaucoup. J'ai réussi à acheter un billet pour Avignon. À 2 heures de là, mon plan était de trouver une ambassade, demander de l'aide, faire quelque chose. Mais rien ne semblait marcher. Et au fond, j'avais honte. Honte de m'être effacée pendant si longtemps. Honte d'avoir tout accepté de Thomas ces dernières années. Honte de m'être laissée dépendre de lui. Émotionnellement, financièrement. Pour tout. Avant, j'étais indépendante. J'avais ma carrière en design d'intérieur, des clients, des projets. Mais après le mariage, j'ai réduit ma vie pour m'adapter à la sienne. Il disait que je travaillais trop, qu'une épouse n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, qu'il gagnait bien et que je devais m'occuper de la maison, des voyages, de notre cercle social, et j'ai accepté, parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Maintenant, assise seule dans un village oublié de France, sans argent, sans amis, sans savoir si j'allais rentrer chez moi, j'ai compris que l'amour, ce n'était pas ça, c'était du contrôle, de la possession, de l'ego, et peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son des cloches de l'église voisine et, pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Quand j'ai regardé autour de moi et vu les murs usés de cette petite chambre d'auberge, tout m'est revenu. J'ai pris mon téléphone et vu qu'il n'y avait toujours aucun message de Thomas, aucun appel, rien. Je savais qu'il ne reviendrait pas, mais une partie de moi espérait encore un signe, une excuse, n'importe quoi, rien n'est venu. Je suis descendue dans le hall et Madame Colette m'a offert un café avec du pain, sans rien demander en retour. Je l'ai remerciée, avec un sourire faible, et je suis sortie marcher. Le village était magnifique, mais tout me semblait étouffant. Chaque ruelle pavée, chaque boutique d'artisanat me rappelait que j'étais seule dans un pays étranger, abandonnée par l'homme qui était censé me protéger. Je me suis assise sur un banc près d'une fontaine et j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées.
Pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi était-ce si facile pour lui de partir? Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Ça n'avait pas commencé là. Ça se construisait depuis des années. C'était juste le sommet d'un rejet qui avait débuté lentement, presque imperceptiblement. Au début de notre relation, Thomas était tendre, présent, plein d'attention. Il me complimentait sans arrêt, disait que j'étais forte, intelligente, qu'il adorait ma détermination. Il disait que je l'inspirais. Mais au fil des années, alors que notre relation se consolidait, ses compliments se sont transformés en critiques déguisées en conseils. Il a commencé à dire que je travaillais trop, que j'étais tendue, que je devrais me détendre davantage. Puis sont venues les remarques sur mes vêtements, mon ton de voix, mes amis, qui faisaient partie de ma vie depuis des années, ont commencé à s'éloigner. Il avait toujours quelque chose à dire sur elles. L'une était jalouse, une autre regardait trop les maris des autres, une troisième voulait mon malheur. Au début, je me défendais, je lui disais qu'il avait tort, mais après tant de disputes, j'ai commencé à céder. Je me suis dit qu'il s'inquiétait peut-être pour moi. J'ai mis mes projets de côté, annulé des sorties, réduit ma présence sur les réseaux sociaux, parce qu'il trouvait ça futile. Quand je disais vouloir reprendre le design, il me rappelait qu'on n'avait pas besoin d'argent. Il disait qu'il m'aimait et qu'il voulait me voir calme, heureuse. Mais en réalité, il voulait me contrôler. Je me suis effacée petit à petit, et personne ne l'a vu. Pas même moi. Même ma famille a commencé à remarquer que j'avais changé. Ma sœur, Anne, m'appelait parfois et me disait que je semblais distante. J'inventais toujours une excuse, et Thomas s'énervait si je passais trop de temps au téléphone avec elle. Il disait qu'Anne ne comprenait pas notre mode de vie, que ma mère m'avait toujours critiquée. Alors pourquoi rester en contact? Il me convainquait qu'il me rabaissait, et peu à peu, je me suis éloignée, jusqu'à ce que je me rende compte que je n'avais plus personne sur qui compter. Et peut-être que c'est pour ça que, même dans ce moment-là, perdue dans un village inconnu, ma première réaction n'a pas été d'appeler ma famille, c'était de me débrouiller seule, parce que c'est comme ça qu'il m'avait dressée, à être seule, à ne dépendre que de lui, à ne faire confiance à personne d'autre que lui. Cet après-midi-là, je suis retournée à la gare routière et j'ai pris le bus pour Avignon. J'ai passé des heures à errer dans la ville, cherchant un endroit qui pourrait m'aider. Je suis allée au commissariat, j'ai expliqué ce qui s'était passé avec le peu de français et d'anglais que je pouvais rassembler. Un policier m'a regardé avec pitié, a rédigé un rapport et m'a dit qu'il pouvait essayer de contacter mon pays. Mais j'ai refusé. La honte était plus forte que la douleur. Je me suis assise sur un banc à la gare et je suis restée là, à regarder les gens aller et venir. Et c'est là que, pour la première fois, une pensée m'a traversée et m'a effrayée. Et si je ne rentrais pas? Et si je disparaissais pour de bon? Je n'avais pas d'argent, je ne parlais pas la langue, je ne connaissais personne. Mais soudain, ça m'a semblé préférable à retourner dans cette vie, préférable à regarder Thomas en face et prétendre que tout pouvait se résoudre avec une excuse bidon. J'ai passé la nuit dans une auberge modeste, avec le peu d'argent qui me restait. J'ai mal dormi, j'avais peur, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais, d'une certaine manière, reprendre le contrôle de ma vie. Le lendemain, j'ai vendu mon alliance. C'était la seule chose de valeur que j'avais. Un bijou coûteux qu'il avait tenu à m'acheter pour notre 5e anniversaire de mariage. Je l'ai vendu pour moins de la moitié de sa valeur. L'homme qui l'a acheté m'a regardé et m'a demandé si j'étais sûre. J'ai juste hoché la tête. Avec cet argent, j'ai acheté un billet de bus pour le sud. J'ai pris la première destination qui semblait assez loin, sans savoir où j'allais dormir, ce que j'allais manger, ni qui j'allais rencontrer. Je voulais juste fuir. Et au fond, je savais déjà. Cette histoire entre nous s'était terminée là, sur cette route pavée. Il ne me manquait que le courage de l'admettre. Le bus m'a emmené jusqu'à une ville appelée Sète, dans le sud de la France. Elle est au bord de la mer, avec des canaux qui traversent les rues, et des bateaux de pêche amarrés partout. C'était joli, mais je ne voyais aucune beauté. Je suis descendue avec un sac léger, un peu d'argent de l'Alliance, et une sensation de vide qui envahissait tout. Je me cachais. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de savoir que j'étais dans cette situation parce que j'avais fait confiance à quelqu'un qui me disait tous les jours qu'il m'aimait. J'ai passé 2 jours dans une auberge bon marché, où presque personne ne parlait anglais. J'ai utilisé le Wi-Fi de l'endroit pour voir si je pouvais contacter ma famille, mais j'évitais de regarder les notifications de Thomas. Au fond, j'avais encore peur qu'il me retrouve. Et plus encore, j'avais peur de flancher et de lui répondre. Je dormais mal, j'avais peur. Mais je ne pouvais plus revenir en arrière. Il n'y avait plus de retour possible. Le 3e jour, je suis allée au marché acheter du pain et de l'eau, et en revenant, je me suis évanouie en chemin. Je me suis réveillée dans un lit simple, dans une chambre qui sentait la lavande. Une petite femme aux cheveux blancs attachés en chignon me tenait la main. Elle s'appelait Margot. Elle parlait peu anglais, mais m'a expliqué doucement qu'elle m'avait trouvée effondrée près du sentier, qu'elle m'avait ramenée chez elle, et que j'avais de la fièvre. Je suis restée chez elle 3 jours. Elle m'a nourrie, a pris soin de moi.
jusqu'à ce que ma tête arrête de tourner. Quand je lui ai demandé comment je pouvais la payer, elle a secoué la tête. Elle m'a dit que parfois, les gens ont juste besoin d'un endroit sûr. Ça m'a bouleversée, parce que je ne savais plus ce que c'était. La sécurité. J'ai passé encore quelques jours à l'aider avec des tâches simples. Margot vivait seule dans une petite maison avec des oliviers. Ce n'était pas une ferme, mais il y avait assez à faire pour occuper les mains et l'esprit. Récolter des olives, les laver, les trier, préparer des conserves. Elle me laissait dormir dans la chambre d'amis, me donnait à manger, et en échange, je l'aidais. C'était peu, mais c'était quelque chose. Et c'était calme. Pour la première fois depuis longtemps, mon corps a commencé à ralentir. Les douleurs que je portais dans les épaules, dans le dos, dans l'estomac, ont commencé à s'apaiser. Mais à l'intérieur, c'était encore le chaos. Parfois, je pleurais seule, dans la salle de bain, en silence. Je repensais aux disputes, aux fois où Thomas me traitait d'exagérée, de dramatique, aux fois où il disait que j'étais ingrate, qu'il faisait tout pour moi, que je ne faisais que me plaindre. Je repensais aux nuits où je me taisais, pour éviter les conflits, même quand il rentrait ivre de réunions ou de soirées avec ses amis. À la solitude dans notre maison à Paris, où tout était beau à l'extérieur, mais glacial à l'intérieur, à la façon dont il prenait des décisions pour nous deux, toujours en disant que c'était pour le mieux, et moi, fatiguée, je hochais la tête. Quand j'ai commencé à me confier un peu à Margot, elle m'écoutait sans hâte. Parfois, elle me regardait juste avec ses yeux calmes et me disait que j'étais forte, que ce n'était pas ma faute, qu'il y avait beaucoup de femmes qui vivaient ça et qui n'en sortaient jamais, que moi, j'en étais sortie, que c'était déjà du courage. Et entendre ça d'une étrangère, au milieu de nulle part, m'a fait plus de bien que des années de discussion, avec des amis qui n'ont jamais vu ce que je vivais. Vivre avec elle m'a apporté une certaine stabilité. Elle m'apprenait à cuisiner des recettes simples, à prendre soin des plantes, à laver le linge à la main. Tout était si différent de la vie que je menais avant, mais en même temps, si réel. La routine m'empêchait de devenir folle. Mes pensées étaient encore lourdes, mais moins étouffantes qu'avant. Un jour, alors que j'étendais des draps sur le fil, j'ai entendu Margot parler au téléphone à voix basse, l'air tendu. Elle a raccroché vite quand elle m'a vue. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a hésité. Puis elle a soupiré et m'a dit qu'un homme avait appelé pour demander après moi. Un homme avec un accent étranger. Mon cœur s'est glacé. Je lui ai demandé s'il avait donné son nom. Elle m'a répondu que non. Mais je savais, ça ne pouvait être que Thomas. L'idée qu'il me retrouve là m'a coupé le souffle. Margot a vu ma panique. Elle m'a dit que je pouvais être tranquille, que personne ne savait où était sa maison, qu'elle ne donnerait aucune information. Malgré tout, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le lit, avec peur, et au fond, avec de la colère. Comment osait-il me chercher après tout ça? Que voulait-il? Me ramener dans cette vie? Dire qu'il était désolé? Que c'était une erreur? Qu'il regrettait? Combien de fois avais-je déjà entendu ça? Combien de fois s'était-il excusé pour tout recommencer ensuite? Le lendemain matin, Margot m'a appelé pour marcher parmi les oliviers. Nous étions silencieuses, avec juste le bruit du vent et des oiseaux. Elle m'a dit que je devais décider si j'allais continuer à fuir ou si j'allais affronter, que fuir était parfois nécessaire, mais que ça ne pouvait pas durer éternellement, que j'avais en moi quelque chose qui voulait encore se battre. Je savais qu'elle avait raison. Ce que Thomas m'avait fait était plus qu'un abandon. C'était une humiliation calculée. Et plus encore, c'était l'aboutissement de années où il avait effacé qui j'étais. Il me voulait dépendante. Il me voulait faible. Et peut-être que s'il revenait à ce moment-là, ce n'était pas par amour, mais parce qu'il avait perdu le contrôle, et je ne pouvais plus lui laisser ce pouvoir. Cette nuit-là, après la promenade parmi les oliviers, je suis retournée dans ma chambre, et j'ai affronté mon reflet dans le vieux miroir au-dessus de la commode. C'était la première fois en semaine que je me regardais vraiment. Mes yeux étaient plus creusés, ma peau plus bronzée par le soleil, mes cheveux attachés n'importe comment. Mais il y avait quelque chose là-dedans que je n'avais pas vu avant. Une fermeté dans mon regard que je ne reconnaissais pas, mais qui semblait juste. J'ai respiré profondément et j'ai pris mon téléphone. Je savais que je devais le faire. J'ai allumé le Wi-Fi et attendu que les applications se chargent. Mon cœur battait comme si j'allais commettre un crime. Quand les icônes sont apparues, j'ai commencé à ouvrir les messages, un par un. Il y avait des emails, anciens d'amis, des questions, des gens que je n'avais pas vus depuis des années qui voulaient savoir si j'allais bien. Mais parmi eux, il y avait plusieurs emails de lui. Thomas. Rien que voir son nom me donnait la nausée. Le plus récent disait « Je sais où tu es ». Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai posé le téléphone et je suis allée dans la cuisine boire de l'eau. J'ai essayé de me calmer. Quand je suis revenue, je me suis assise sur le lit et j'ai lu. Il disait qu'il avait engagé quelqu'un pour me retrouver, que cette histoire était allée trop loin, qu'il était temps d'arrêter ce drame. Il disait qu'il prendrait un vol pour Marseille dans 2 jours, que je devais être prête à rentrer. Il ajoutait que la presse commençait à remarquer mon absence,
que des amis communs parlaient, que mon attitude nuisait à notre image. Notre image, comme si la douleur qu'il m'avait infligée n'était qu'un bruit dans la réputation parfaite qu'il tenait tant à préserver. J'ai fini de lire et j'ai jeté le téléphone sur le lit. Je suis restée silencieuse, assise, sans pleurer, sans crier, juste à fixer le sol. C'était ça. Ce n'était pas de l'amour. Ça ne l'avait jamais été, c'était de la possession. De l'ego. Il ne venait pas parce qu'il tenait à moi. Il venait parce qu'il n'acceptait pas de perdre le contrôle sur moi. Parce que j'étais une partie de sa vitrine, l'épouse discrète, élégante, polie, qui servait des sourires au dîner et évitait les conflits en public. La femme qu'il pouvait modeler à sa guise, qu'il pouvait humilier puis convaincre que j'exagérais. Il n'acceptait pas que je sois partie, que j'ai survécu sans lui. Je me suis levée et je suis allée au petit placard où je rangeais mes vêtements simples, prêtés par Margot. J'ai pris une robe propre et mis mes sandales usées. Je suis descendue au salon, où elle cousait en silence. Elle m'a regardée et a compris sans que je dise un mot. Je me suis assise sur le canapé et j'ai parlé, la voix encore tremblante, mais déterminée. Je n'allais plus fuir, je n'allais plus me cacher. J'allais affronter Thomas, le regarder dans les yeux et lui dire qu'il ne décidait plus de moi, que cette version de la femme qu'il connaissait n'existait plus. Margot a souri. Elle a juste dit qu'elle était fière, et elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait des papiers, des documents, des contrats. Une amie à elle, avocate, m'avait aidée sans que je le sache. Margot lui avait raconté mon histoire, et cette amie avait voulu m'aider. Les papiers étaient le début d'une procédure de divorce. Il y avait aussi une lettre de recommandation simple, mais sincère, au cas où je voudrais chercher du travail dans la région. Je l'ai serré fort dans mes bras, pour la première fois depuis longtemps. J'avais l'impression que quelqu'un me voyait vraiment. Le lendemain, je me suis réveillée avant le soleil. Je me suis changée, j'ai mangé quelque chose de léger et j'ai passé la matinée à aider dans la cuisine. À l'intérieur, l'angoisse me brûlait, mais je n'avais plus peur. J'étais décidée. L'après-midi, j'ai marché jusqu'à la petite place du village et je suis entrée dans le seul cybercafé du coin. J'ai envoyé un email à Thomas avec l'adresse de la maison et l'heure où il pourrait me trouver. Rien de plus, pas de merci, pas d'excuses, pas d'explications. S'il tenait tant à me voir, qu'il vienne me regarder dans les yeux. J'ai passé la nuit éveillée, à repenser à tout ce qu'on avait vécu, du début, quand je pensais qu'il était l'homme parfait, jusqu'au jour où il m'a laissé comme un déchet sur le trottoir d'une ville où je ne connaissais personne. Je me suis souvenue des fois où j'avais pleuré sous la douche pour qu'il ne me voie pas, des fois où j'avais fait semblant que tout allait bien pour ne pas gâcher l'ambiance, des fois où j'avais ravalé ma colère, mon dégoût, ma peur. Je me suis aussi rappelé la dernière fois qu'il m'avait touchée, quelques jours avant le voyage, de manière froide, mécanique, comme si mon corps ne m'appartenait pas, comme si j'étais juste une extension de lui. Et c'est à ce moment-là, dans l'obscurité de la chambre d'amis d'une femme qui m'avait sauvée sans me connaître, que j'ai compris. Thomas ne m'avait pas abandonnée en France. Il avait juste franchi une étape de plus dans un abandon qui durait depuis longtemps. Je ne voulais simplement pas le voir. Je m'étais accrochée à l'idée d'un mariage réussi parce que j'avais peur de recommencer, peur d'échouer, peur du jugement. Mais maintenant, je savais. Si échouer, c'était se perdre soi-même pour sauver les apparences, alors je ne voulais plus gagner. Je voulais être libre. Et cette nuit-là, en écoutant les grillons dehors et en sentant l'odeur de la lavande entrer par la fenêtre, j'ai pris ma décision. Je ne rentrerai pas avec lui. Et il partirait d'ici en comprenant que, pour la première fois, c'était moi qui décidais. La voiture est arrivée en fin d'après-midi, ponctuelle, comme je savais qu'elle le serait. Thomas a toujours eu cette obsession de l'horaire. Il conduisait une berline argentée, un de ces modèles de location qu'il choisit pour leur allure discrète mais sophistiquée. Je l'ai observé par la fenêtre quand il s'est garé devant la maison de Margot, comme s'il était le maître des lieux. Il portait une chemise en lin blanc, un pantalon clair et des chaussures qui détonnaient sur le sol en terre battue. Le même homme qu'avant, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai marché jusqu'à la porte. Mon cœur battait plus vite, mais je gardais ma posture. Je n'étais plus la femme qu'il avait laissée derrière lui des semaines plus tôt. J'ai ouvert la porte lentement, et je suis sortie. Il a tourné la tête quand il m'a entendue. Ses yeux ont parcouru mon corps avec une étrange surprise. On aurait dit qu'il voyait une étrangère. « Alexis », a-t-il dit en me détaillant de haut en bas. « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je suis restée silencieuse quelques secondes. Sa question ne méritait pas de réponse. Elle était rhétorique, chargée de jugement. Il n'avait pas encore compris qu'il n'était plus le centre de ma vie. « J'ai vécu », ai-je répondu. Tout simplement. Il a souri, avec cet air condescendant qu'il utilisait toujours pour sembler maître de la situation. Il s'est avancé vers moi, les bras ouverts, comme si rien ne s'était passé. « Je suis venue te chercher. On va régler ça. C'est fini, d'accord ? C'est allé trop loin. Il est temps de rentrer à la maison. » Je n'ai pas bougé. Pas un pas.
ni vers lui ni en arrière. J'ai juste dit, calmement, « Cette maison n'existe plus. » Son expression a vacillé. Ses yeux se sont plissés légèrement. Son front s'est crispé. Il a fait un pas de plus. Plus prudent cette fois. « Alexis, écoute, je comprends que tu sois blessé. Mais ça, cette fuite, ce n'est pas toi. Tu dois rentrer. Je me suis excusée, non? C'était une erreur. Une blague stupide. J'étais saoule. Mais ça suffit maintenant. Tu n'as pas fait une erreur, Thomas. Tu as fait un choix. Tu as ri pendant que je restais là. Toi et tes amis, vous vous êtes amusés de mon humiliation. Et le pire, c'est que ça n'a pas commencé pendant ce voyage. Ça a commencé bien avant. Tu as juste fini le travail. Il a soupiré. Impatient. Il a retiré ses lunettes de soleil et m'a regardé comme si j'étais une enfant capricieuse. Et tu vas faire quoi maintenant? Rester ici avec cette vieille paysanne? Devenir fermière? C'est ça? J'ai un endroit où dormir. De la nourriture sur la table. Et personne pour me dire comment m'habiller ou avec qui parler. J'ai la paix. C'est plus que ce que j'avais avec toi. Tu as une vie à Paris, Alexis. Une vraie vie. Des amis, un statut, une belle maison. Tu vas tout jeter par la fenêtre pour un caprice? Ce n'est pas un caprice quand tu choisis de te libérer de quelqu'un qui t'efface. Je ne vais pas retourner là où on ne veut pas de moi entière. Tu aimais la version contenue de moi, celle qui disait oui à tout. Elle est morte. Il a ri. Nerveusement. C'était toujours comme ça quand il perdait le contrôle. Il essayait de minimiser. De tout tourner en dérision. De réduire la portée de mes mots. Tu vas le regretter. Tout ça, c'est temporaire. Quand la réalité te rattrapera, tu comprendras l'erreur que tu fais. Peut-être. Mais si, je regrette, ce sera mon choix. Pour la première fois. Pas un choix que tu m'as forcé à accepter. Il s'est tu. Il a fouillé dans sa poche, a sorti une clé de voiture et l'a agitée dans sa main. Puis il est allé à l'arrière de la voiture et a pris une pochette en cuir noir. Il est revenu vers moi et l'a jetée sur la petite table en bois de la terrasse. Voilà les papiers du compte joint de notre entreprise et aussi les documents de l'appartement. Je pense qu'on peut régler ça de manière civilisée. J'ai ouvert la pochette. Tout était organisé. Il était toujours comme ça, méthodique, contrôlant. Même dans la séparation, il voulait imposer ses règles. Mais il ne s'attendait pas à ce que je sois prête. J'ai pris l'enveloppe que Margot m'avait donnée la veille et la lui étendue. J'ai déjà signé ma part. Voici les documents de la procédure de divorce. Ça inclut aussi ma part de la vente de l'entreprise et de l'appartement. Tu peux vérifier avec ton avocat. Il a pris l'enveloppe avec une expression d'incrédulité. Il l'a ouverte, a parcouru les papiers et m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Tu fais vraiment ça? Oui, et tu vas partir. D'ici, en comprenant que c'était la dernière fois que tu essayais de diriger ma vie, tu jettes tout, Alexis. Non, je sauve ce qu'il reste de moi. La porte derrière moi s'est ouverte doucement. Margot est apparue, un torchon à la main. Elle est restée là, à observer en silence, comme une témoin calme et solide. Sa présence me soutenait. C'était un rappel que j'avais un filet de sécurité, que je n'étais plus seule. Thomas l'a regardé avec mépris, puis il m'a fixé à nouveau, avec une colère à peine masquée, celle de quelqu'un qui avait perdu le contrôle de la situation. Ça ne va pas durer. Tu vas te lasser. Tu voudras retrouver ta vie. Tu réaliseras que tout ça, c'est une illusion. Peut-être, ai-je répondu. Mais au moins, maintenant cette vie est à moi. Il n'a plus rien dit. Il est retourné à la voiture d'un pas raide, a jeté les papiers sur le siège passager et a claqué la porte avec force. Le moteur a rugi et il est parti, soulevant la poussière sur la route. Je suis restée immobile, à regarder jusqu'à ce que la voiture disparaisse au tournant. Quand je suis rentrée dans la maison, Margot m'attendait avec une tasse de thé. Je me suis assise à la table. Elle a pris ma main. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère, comme si un poids immense avait quitté mes épaules. Thomas était parti, et surtout, je n'étais pas partie avec lui. Dans les jours qui ont suivi son départ, une sensation étrange m'a envahie. Ce n'était pas encore du bonheur. C'était plutôt un soulagement silencieux, comme si j'avais enlevé une chaussure trop étroite après des années à la porter. Tout faisait mal, mais respirer semblait plus facile. Margot a respecté mon silence. Nous avons continué notre routine simple. Café le matin, tâches dans le jardin, petite conversation pendant le déjeuner. Je me réveillais encore avec des cauchemars, parfois en revivant la scène où je me retrouvais seule dans la rue de Moustier, parfois avec des flashs de disputes passées. Mais peu à peu, les rêves ont changé. Je rêvais de champs de lavande, de poules en liberté, de la maison en pierre chauffée par le four à bois. J'ai commencé à explorer davantage la région. J'empruntais le vieux vélo de Margot et pédalais jusqu'au marché du village. J'ai appris à reconnaître les visages, les accents, les noms. La dame de la boulangerie s'appelait Claire et m'a appris à faire du brioche. Le jeune homme du stand de légumes me donnait les tomates, les plus mûres. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on m'invite à une foire locale, où artisans et producteurs exposaient leurs produits. J'y suis allée avec quelques bouteilles d'huile d'olive artisanale de Margot, des savons faits maison
et des biscuits qu'on avait préparés ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie utile. Pas comme avant, quand j'organisais des événements pour les amis de Thomas, toujours préoccupée par les apparences, les compliments et les sourires forcés. C'était une utilité différente, simple, vraie. Un matin, Margot m'a appelée dans l'ancienne remise au fond de la maison. À l'intérieur, il y avait des meubles anciens, des caisses en bois, des outils, tout couverts de poussière. Elle m'a expliqué, avec son français traînant, que c'était l'ancien atelier de son mari, décédé il y a plus de 20 ans. Elle m'a dit qu'elle n'y entrait plus depuis longtemps, mais qu'elle voulait me montrer quelque chose. Parmi les objets, il y avait un vieux bureau, une étagère avec des livres sur le design et l'architecture, et un carnet de dessins au crayon. Elle m'a raconté que son mari était menuisier et rêvait de transformer cet espace en atelier créatif. Ses yeux ont brillé quand elle a suggéré que je pourrais l'utiliser. Mon cœur a battu plus fort. Les jours suivants, j'ai nettoyé chaque recoin de cet endroit. J'ai enlevé les toiles d'araignée, lavé les fenêtres, réorganisé les étagères. C'était comme redonner vie à quelque chose qui dormait. J'ai improvisé une table de travail, ouvert mon vieil ordinateur et commencé à esquisser des idées. J'ai repris des références de projets anciens, repensé aux clients que j'avais avant le mariage. Avec le temps, j'ai dessiné des modèles de meubles simples, avec des matériaux locaux, qui pourraient être vendus à la foire. Margot m'aidait comme elle pouvait. On a commencé avec des caisses à fruits personnalisées, puis des petites étagères, puis des meubles plus grands. Un voisin a proposé de l'aide avec le bois. Une autre femme du village nous a appris à faire des étiquettes artisanales. C'était un cercle de soutien discret, de gens qui ne demandaient rien d'autre que du respect et de la bonne volonté. Quand j'ai reçu mon premier paiement pour les ventes à la foire, j'ai pleuré. C'était peu, mais c'était à moi, de l'argent qui ne venait pas d'un compte joint, qui ne dépendait pas d'une approbation, qui n'avait pas besoin d'être justifié. J'ai acheté un nouvel agenda, un bon stylo et un carnet à couverture rigide. J'ai écrit des objectifs, des idées, des plans, rien de grandiose, mais tout était à moi. J'ai aussi repris contact avec quelques anciennes amies. J'ai envoyé des messages courts, honnêtes. Je me suis excusée d'avoir disparu. J'ai raconté, en quelques mots, que j'avais eu besoin de m'éloigner pour me retrouver. J'ai reçu des réponses émues, des câlins virtuels, des promesses, de retrouvailles. L'une d'elles, Camilla, m'a recommandé pour un petit projet de design en ligne. J'ai accepté avec hésitation. Mais quand j'ai rendu le travail et reçu des compliments sincères, quelque chose en moi s'est rallumé. Je ne reconstruisais pas juste ma vie. Je me reconnaissais à nouveau. Avec le temps, les souvenirs de Thomas se sont faits plus lointains. Ils revenaient encore, les jours plus difficiles, mais ils ne me paralysaient plus. J'ai commencé à comprendre que ce que j'avais vécu avec lui n'était pas de l'amour. C'était du contrôle, de la dépendance, de la peur déguisée, en stabilité. Et le plus cruel, c'est que de l'extérieur, notre vie semblait parfaite. L'appartement impeccable, les dîners avec des gens influents, les photos de voyages coûteux, tout ça masquait le vide qui grandissait en moi, un vide que je n'ai réussi à combler que lorsque j'ai été abandonnée. Aujourd'hui, j'aide Margot avec les récoltes. J'organise l'atelier et je continue à vendre mes produits à la foire. J'ai même un petit site où j'expose les meubles que je dessine. Je reçois des messages de gens d'autres régions qui veulent passer commande. C'est un début, je ne sais pas où ça me mènera, mais pour la première fois, ça ne me fait pas peur. Je n'ai plus besoin de contrôler chaque étape. J'ai appris que vivre, c'est aussi accepter ce qu'on ne prévoit pas. Margot dit souvent que j'ai ramené de la vie dans sa maison. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle m'a sauvée. Quand elle m'a trouvée effondrée sur la route, fiévreuse et sans direction, elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a juste offert un abri. Et avec ça, elle m'a donné la chance de me relever. Chaque matin, quand je me réveille et que je vois la campagne par la fenêtre, je sais que j'ai fait le bon choix. Pas parce que tout est facile maintenant, mais parce que tout est vrai. Plus de masques, plus de sourires forcés. Juste moi, avec toutes mes cicatrices, vivant une vie simple, mais entière. Des mois ont passé depuis le jour où Thomas est parti par cette route. Et moi, je suis restée. Beaucoup de choses n'ont changé, mais ce qui me frappe le plus, c'est de voir à quel point j'ai changé. Parfois, je me surprends à regarder les champs au crépuscule, avec la lumière dorée qui caresse les feuilles des oliviers, et je me demande comment une femme comme moi, qui portait des talons hauts à la maison et planifiait chaque détail d'un dîner des semaines à l'avance, a fini par trouver la paix ici, là où la vie n'exige rien d'autre que de la présence et de la vérité. Un jour, pendant la foire du village, un couple de touristes brésiliens s'est approché de mon stand. Ils étaient curieux de mes créations. On a discuté et, quand je leur ai demandé d'où ils venaient, ils ont mentionné São Paulo. Pendant une seconde, un nœud s'est formé dans ma gorge, comme si une vieille version de moi
avait été rappelé à la surface, mais ça a vite passé. J'ai répondu avec un sourire, et quand ils m'ont demandé si j'étais française, j'ai simplement dit « Maintenant, je suis d'ici ». D'une certaine manière, c'est vrai. Je ne suis pas née ici, mais j'y suis née à nouveau, et ça vaut plus que n'importe quelle origine géographique. Aujourd'hui, j'ai des voisins qui m'appellent par mon nom, une petite affaire, qui grandit doucement mais sûrement, et une routine qui respecte mon temps, mon corps et mon esprit. J'ai aussi renoué avec ma sœur. Après des mois sans contact, je lui ai envoyé une lettre. Je lui ai dit que j'étais vivante, que je reconstruisais ma vie et que je comprendrais si elle m'en voulait de m'être éloignée. Elle m'a répondu en quelques jours. On a pleuré ensemble en visioconférence. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle ne voulait pas me brusquer. Maintenant, elle dit qu'elle m'admire, qu'elle me trouve plus forte que jamais. Thomas n'a plus jamais essayé de me contacter. Peut-être par orgueil, peut-être parce qu'il a réalisé qu'il n'y avait plus rien à récupérer. Un avocat français s'est occupé des formalités du divorce. Tout a été signé à distance. J'ai reçu ma part des biens, et j'en ai utilisé une partie pour aider Margot avec la maison, qui est maintenant restaurée petit à petit. Le reste, je l'ai mis de côté avec soin. Je n'ai pas encore de grands projets. J'apprends à vivre un jour à la fois. L'atelier est devenu un espace vivant. Margot m'a encouragée à l'ouvrir à d'autres femmes de la région. On organise des petits rassemblements, des échanges d'idées, des après-midi de couture, de peinture ou de sculpture. Certaines ont aussi vécu des relations difficiles. D'autres veulent juste occuper leurs mains et apaiser leur esprit. Là-dedans, on crée plus que des objets. On crée des liens, un sentiment d'appartenance. Moi, qui ai passé tant de temps à me sentir insuffisante, j'enseigne aujourd'hui à d'autres femmes à reconnaître leur propre valeur. Parfois, je m'arrête pour penser à tout ce que j'ai manqué par peur. Peur du jugement, de la solitude, de l'échec. J'ai toléré le mépris, la froideur et l'humiliation parce que je croyais que l'amour, c'était supporter, qu'une relation demandait des sacrifices. Et c'est vrai, elle en demande, mais pas le sacrifice de son essence, pas l'abandon de son identité. Je me suis annulée pendant des années, et quand j'ai été abandonnée, j'ai cru que c'était la fin. Mais c'était le début. Être laissée par quelqu'un que j'aimais m'a brisée de l'intérieur. Mais être laissée m'a forcée à me regarder dans le miroir, sans maquillage, sans filtre, sans excuse. Ça m'a obligée à faire face à la femme que j'étais devenue, et à me demander si c'était ça que je voulais pour le reste de ma vie. Et la réponse était non. Il a fallu toucher le fond pour apprendre à nager seule. Il a fallu être jetée pour comprendre que je n'étais jamais le problème. Et il a fallu être oubliée pour me souvenir de moi. Aujourd'hui, je suis maîtresse de mes choix. Si je me trompe, l'erreur est à moi. Si je réussis, le mérite aussi. Je ne demande plus la permission d'exister. Je n'attends plus l'approbation pour ressentir. Et si quelqu'un veut marcher à mes côtés, il devra venir avec respect, avec vérité et avec douceur. Parce que c'est comme ça que je me suis reconstruite. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir dire ça. Mais je suis reconnaissante d'avoir été abandonnée sur ce trottoir à Moustier. Si ça n'était pas arrivé, je serais peut-être encore dans cette prison dorée, vivant une vie de façade, pleine de masques et vide de sens. Cette douleur a été mon tournant, mon passage. Et si je peux en parler aujourd'hui avec assurance, c'est parce que j'ai survécu. Et plus encore, j'ai fleuri. Si vous écoutez cette histoire et que vous sentez que vous vivez quelque chose de semblable, je veux vous dire une chose. N'attendez pas d'être abandonné pour vous retrouver. N'attendez pas de tomber pour commencer à vous relever. Vous pouvez le faire maintenant. Ça peut être dur, douloureux, effrayant, mais vous méritez de vivre une vie où vous êtes entière, où personne n'éteint votre lumière, où l'amour ne vient pas avec du contrôle, du chantage ou de la peur. Et si vous avez déjà traversé ça, si vous avez été abandonné, effacé, réduite au silence, alors sachez que vous n'êtes pas seul. J'y suis passée aussi. Mais regardez où je suis arrivée. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.